Pourquoi pensez-vous qu'il soit nécessaire de redéfinir la liberté individuelle? Celle-ci n'est-elle pas suffisamment affirmée dans la Constitution, avec le fameux principe liberté, égalité, fraternité, et également dans la Déclaration des droits de l'homme? Je pense pas qu'il faut la redéfinir, je pense qu'il faut carrément la définir. Parce que, contrairement à ce que vous dites, et ce que beaucoup de gens pensent d'ailleurs, la liberté n'est pas du tout définie, d'abord dans la Constitution de 58, puisque je pense qu'on trouve le mot liberté que dans un seul article, dans l'article 34, qui définit les règles selon lesquelles la loi peut être élaborée, et qui parle de la loi comme devant garantir les libertés publiques. Mais sans définir ce que sont ces libertés publiques, et on se demande d'ailleurs si on parle là de la liberté de l'individu dans la sphère publique, ou de la liberté tout simplement de la collectivité, du secteur public. Donc on a, par rapport au texte de la déclaration, de la Constitution de 58, aucune définition, même pas définition vague, mais aucune approche même de définition de la notion de liberté. Donc, par rapport à ce texte, il ne s'agirait pas de la redéfinir, mais tout simplement de la définir. Dans la Déclaration des droits de l'homme de 10 septembre 89, document auquel il semblerait qu'il faille se référer pour avoir des éclaircissements concernant une éventuelle définition du concept de liberté, nous n'avons pas non plus, de façon claire, une définition de la notion de liberté individuelle. On a une approche de la définition de la liberté, notamment dans l'article 4, que nous allons étudier, je pense, tout à l'heure, qui définit la liberté comme étant la possibilité pour tout individu de faire ce qu'il veut dans les limites de la nuisance à autrui, ces limites de la nuisance étant déterminées par la loi. Donc, cela revient à dire que la liberté, la notion de liberté, est déterminée par la loi. Ça n'est pas une définition, ça n'est même pas un principe, je dirais que c'est une affirmation de l'arbitraire législatif. Vous dites que toute la démarche d'avenir de l'homme devra s'attacher à reconquérir sa liberté originelle. Mais n'est-ce pas précisément ce qu'il a déjà entrepris en se libérant de l'esclavage ou du despotisme de la monarchie absolue, pour ne citer que ces deux exemples? Il y a une confusion sur la définition de la liberté, on l'a déjà dit, on va encore le dire, on le répétera. Il y a aussi une confusion entre la notion de liberté et d'égalité. Les deux exemples que vous citez, l'abolition de l'esclavage et l'abolition de la monarchie absolue, sont, de mon point de vue, des démarches qui rétablissent l'égalité de tous devant la loi. Un esclave est dépendant de son maître, lui, est dépendant du dispositif législatif de la société. Lorsque l'esclave devient libre, entre guillemets, il ne fait qu'accéder à l'égalité de son maître devant la loi. Lorsqu'on a esclavage, on a une différence la loi s'applique différemment sur le maître et sur l'esclave. Lorsqu'il n'y a plus d'esclavage, la loi s'applique indistinctement sur les maîtres et les anciens esclaves. Il n'y a pas progression de la liberté de l'individu, puisque la liberté de l'individu, c'est
c'est le champ que lui laisse le dispositif législatif par rapport à sa liberté originelle. Il n'y a donc pas progression de la liberté individuelle au sens de la collectivité lorsqu'il y a abolition de l'esclavage. Pour ce qui concerne l'abolition de la monarchie absolue, c'est rigoureusement la même chose. La révolution de 1789 établit l'égalité de tous devant la loi, et d'ailleurs les révoltes, les différents soulèvements populaires qui ont été à l'origine de la révolution de 89 et qui seront également à l'origine de celle de 1848, n'ont pas comme revendication la liberté, mais ont comme revendication l'égalité. Ce qui choque le peuple, ce qui révolte le peuple, et ce qui fait que le peuple sort les fourches et les baïonnettes, c'est qu'il y a des différences de traitement suivant les classes sociales vis-à-vis de la législation. Donc, pour revenir à votre question, les révolutions qui se sont succédées un petit peu partout dans le monde, l'abolition de l'esclavage, n'ont pas fait progresser la notion générique de liberté, ont effectivement fait progresser la notion d'égalité. Mais vous dites que toute la démarche d'avenir de l'homme devra s'attacher à reconquérir sa liberté originelle. De votre point de vue, cet avenir est pour quand? Cet avenir, c'est à mon sens un avenir proche, celui de la décroissance inéluctable. Cette décroissance va créer de fait une situation révolutionnaire au sens spécifique. Les principales valeurs, les valeurs de la croissance vont s'écrouler. Les valeurs sous-tendues par l'État vont s'écrouler de la même façon. Et il s'agira de recomposer une relation entre l'individu et la collectivité. Et donc, c'est de cet avenir-là dont je parle. Mais alors, qu'est-ce qui vous fait penser que la décroissance économique pourrait aller dans le sens de l'accroissement de la liberté individuelle? C'est un souhait que je formule, mais je m'appuie quand même sur un certain nombre de constatations objectives. La première étant que l'inflation législative qui nous a amené aujourd'hui à ces dizaines de milliers de lois et de règlements qui nous encadrent dans tous nos actes de la vie quotidienne, cet accroissement législatif a été parallèle, consubstantiel à l'accroissement de la société industrielle. La croissance qui a commencé de façon asymptotique à partir du milieu du XIXe siècle a accompagné, ou s'est accompagné plus exactement, d'une croissance quantitative du nombre de lois et de règlements. Donc, ne serait-ce qu'en partant de cette première constatation très objective et difficilement contestable, on pourrait imaginer assez facilement qu'une décroissance industrielle s'accompagne d'une décroissance de la législation étant elle-même composée d'empêchements et de contraintes par rapport à la liberté théorique. Il va donc y avoir une augmentation, un recouvrement de cette liberté théorique. Alors, il y a une deuxième raison pour penser que la décroissance économique s'accompagnera d'une décroissance de la législation, donc d'un accroissement de la liberté théorique, c'est que cet accroissement de la liberté théorique apparaît comme étant le meilleur outil d'adaptation à la situation décroissante. Alors, ce sujet, effectivement, fait débat, fait très fortement débat, puisque un bon nombre de partisans de la décroissance, ou d'observateurs, ou de commentateurs de la décroissance, ou de prospectivistes sur cette survenue économique,
sont favorables à un encadrement très étroit de l'activité humaine dans tous les domaines, notamment dans le domaine économique, mais dans les autres domaines aussi, de l'activité humaine pour accompagner cette décroissance. C'est-à-dire un encadrement de la consommation, un encadrement de la consommation notamment de l'énergie, un nouveau mode de consommation qui serait imposé par la législation, et une régulation quasi soviétique, caucasienne, communiste de l'économie. Donc ce sujet fait débat et nous sommes un certain nombre à penser que une approche, disons le mot libéral, de type marché libre, serait beaucoup plus, puisque c'est la réalité telle qu'on la constatera qui donnera la solution à ce problème, c'est le libre marché qui sera le plus adapté à la gestion de cette situation économique décroissante. Il y a donc deux raisons, une raison à la fois objective et une raison plus d'analyse socio-économique, qui vont dans le sens de la liaison étroite entre décroissance économique et croissance de la liberté théorique.